Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, un gros myth busting sur l'immigration. On a Steven Johnston avec nous, qui est le président de Ready for Canada. Vous l'entendez comme commanditaire depuis quelques temps dans nos podcasts. Et aujourd'hui, on lui pose toutes les questions possibles par rapport à l'immigration. Yes, merci d'être là. T'es bien smart d'avoir accepté notre demande d'entrevue. Je pense qu'il y a bien des gens qui entendent la pub, mais tu sais, des fois, c'est pas tout à fait facile de savoir c'est quoi que vous faites exactement à Ready for Canada. Fait que je pense que la meilleure personne pour faire sa propre publicité, c'est toi, là. C'est quoi peut-être commencer par ça, là, dans le fond, c'est quoi que vous faites précisément à Ready for Canada, puis on rentrera plus dans les différents sujets, là, éventuellement. Oui, ben moi, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Et puis, ce que je réponds toujours, c'est qu'on fait, dans le fond, ce qu'un avocat ferait pour toi, sauf qu'on ne va pas en cours, dans les très rares fois où il faudrait aller en cours. Donc, au début, quand les clients nous approchent, on récolte plein d'informations. Ensuite, on leur construit une stratégie d'émigration. On leur fait une liste de documents sur mesure, comme tu dis tout le temps. Après ça, on leur construit tout le dossier, on le soumet, puis on fait la représentation légale. OK. C'est ça. On est là avec le client jusqu'à temps qu'il y ait une réponse sur son dossier. OK. Tu me disais, avant qu'on commence à enregistrer, qu'il y a beaucoup de choses qui changent actuellement en immigration. Puis, tu sais, l'autre fois, je parlais avec quelqu'un, puis la personne me disait, tu sais, la personne, elle vient de France, elle est ici avec sa famille, les deux travaillent, les enfants vont à l'école, ils sont francophones, tu sais, vous comprenez, il ne semble pas avoir d'enjeu d'intégration. Ces gens-là ne sont pas là en train de prier dans la rue. Tu sais, tous les trucs qu'on entend sur l'immigration, eux, cochent aucune des cases, là. Ils travaillent, ils sont francophones, ils partagent notre langue, nos valeurs, tout ça. Et la personne me disait, là, je ne sais pas si on va être capable de rester. Je me démène en ce moment. Ça se peut que je sois obligé de retourner en France. Je veux pas, mais ça se peut que je sois obligé de retourner en France. C'est quoi qui se passe en ce moment dans le milieu de l'immigration pour que des gens intégrés, qui travaillent, qui parlent français, tout ça, en viennent à dire des trucs de même? D'abord, c'est-tu vrai ou c'est une peur que la personne peut avoir, mais c'est quoi que tu vois en ce moment? Ben, c'est définitivement quelque chose que je vois en ce moment. Moi, c'est sûr, quand les gens m'approchent, au début, comme je te disais tantôt, il faut tout le temps que j'ai le plein portrait de la personne. Ouais. C'est pour ça que je leur fais toujours remplir un questionnaire là, avec quelque chose, parce qu'il faut vraiment que j'ai tout l'âge, l'éducation, le niveau de langue, quel type de job il fait, si c'est spécialisé ou pas spécialisé. Donc, il faut tout que j'ai ça. Fait qu'admettons, dans le cas du barbier, ça serait ça que j'irais chercher, parce que des fois, il y a du monde qui pourrait se qualifier, mais c'est juste que soit qu'eux le font pas bien, ou bien que leur représentant ne le fait pas bien. Il faut qu'on démêle ça avant. Parce que tu deals avec les deux paliers de gouvernement. Dans le fond, tu as l'immigration fédérale, mais le provincial vient se mettre le nez là-dedans aussi. Là. Oui, mais c'est ça. La façon que ça fonctionne, là, juste au Québec, c'est que le provincial, lui, il est responsable de la sélection. OK? Fait que le provincial, il met tous ses critères. Soit c'est un système de points, soit c'est juste certains critères d'avoir travaillé X montant de temps, de connaître bien ton français. Ensuite, une fois que la personne est sélectionnée par le provincial au moyen d'avoir logé une demande, là, après ça, il faut loger une deuxième demande, mais c'est au fédéral. Puis eux, ils font ce qu'on appelle l'admissibilité. Ça veut dire qu'ils vont regarder, ils vont screener la personne au niveau médical, au niveau criminel avec des certificats de police, puis au niveau sécuritaire là, avec les renseignements, le Service canadien des renseignements secrets. Mais pour revenir à ce qu'on disait plus tôt, oui, il y a une volonté en ce moment de réduire le nombre de résidents temporaires. Fait que ça, en ce moment, le nombre de résidents temporaires là, au Canada se situe aux alentours de 7,5-7,6 %. Ils veulent le réduire à 5 %.
Ça, c'est de tous les immigrants canadiens, ça, le Qui 7,5 ne sont pas des résidents permanents. OK. Donc, tous les résidents temporaires. Fait que ça comprend, bien sûr, les demandeurs d'asile. Ça comprend aussi les étudiants, ça comprend les travailleurs, ça comprend certaines autres catégories assez mineures, là, comme les personnes inadmissibles ou les membres de famille qui accompagnent mais qui sont juste sur un statut de visiteur. Puis un résident temporaire, dans le fond, c'est qu'il n'a pas demandé sa citoyenneté, il n'est pas résident permanent, donc il sait qu'il est là temporairement, il risque d'être obligé de retourner dans son pays, ou pourquoi il n'est pas un résident permanent de son côté? Ouais. C'est que là, dernièrement, tu vois, ils ont réduit le nombre de programmes, ils ont gelé temporairement des programmes de résidence permanente. Okay. Au Québec, il y en a plusieurs. Écoute, souvent, les gens vont m'écrire, vont dire comment est-ce que je fais pour devenir résident permanent? Mais là encore, il y a plusieurs programmes de résidence permanente, il n'y a pas juste une façon. Okay. Là, ça dépend toujours de ton profil. Mais là, tu vois, au Québec, il y avait 3 gros programmes. Il y avait le programme Expérience Québec. Ça, c'était comme un fast track un peu pour devenir résident permanent. C'était plus facile. Il fallait juste que tu aies travaillé au moins 2 ans dans une profession dite qualifiée. Fait que là, ça, il faut que tu checkes le CNP, la Classification nationale des professions, que le gouvernement fait, puis qui note, OK, ça, ce job-là, c'est du non qualifié, du semi-qualifié, du technique, du managérial, etc. Ça ressemble à quoi, une job qualifiée, par exemple? Bien, les jobs qualifiés, c'est pas mal tout ce qui est technique et plus. Donc, tout le monde qui a des jobs où il te faut absolument un DEP et en montant, généralement, ça va être considéré comme étant du qualifié. OK, fait que c'est assez large quand même, une job qualifiée. Oui, c'est assez large. Mettons, ce qui n'est pas qualifié, c'est, mettons, tu fais des sandwichs au Subway, ça va être du peu qualifié. Ce qui va être du semi-qualifié maintenant, ça serait, mettons, réceptionniste. OK. OK? Ça, c'est tous des jobs que tu peux apprendre sur le tas. Bon, le semi-qualifié, ça te prend un peu plus de temps, mais. Fait que c'est ça. Donc là, avant ça, c'est que ces gens-là pouvaient appliquer dans le programme régulier des travailleurs qualifiés, les peu qualifiés. OK? Ça, c'était leur voie. Parce que le premier programme qu'on parlait, donc, c'est ça, tu avais juste besoin le programme Expérience Québec, on avait juste besoin d'avoir le job qualifié et puis d'avoir un niveau intermédiaire avancé de français oral. OK. Et puis le conjoint, il a besoin d'avoir un niveau débutant, s'il y a un conjoint. Là, tu appliques, c'est premier arrivé, premier servi, tu es sélectionné par le Québec, puis ensuite tu appliques au fédéral. Ça prend combien de temps tout ça? À l'époque, Expérience Québec allait bien. Ouais. Ça prenait combien de temps, le processus-là, d'appliquer? La majeure partie de son existence, ça a pris à peu près 2 ans et demi. Là, dernièrement, ça a été réduit à 1 an et demi. Parce que le Québec a réarrangé un peu, si on veut, ses sous-quotas. Parce qu'il y a toujours un quota d'environ 50 000 immigrants. Il aurait dû l'augmenter. Parce que la seule raison pour laquelle ça prend bien longtemps à traiter des demandes, c'est parce que le Québec rejoint toujours son quota. Puis ce qui arrive après ça, c'est que le fédéral dit OK, le Québec n'en prend pas plus que tant. Donc là, nous, quand on sait que le Québec a rejoint son quota, toutes les autres demandes pour cette année, on les met toutes dans les étagères. C'est une façon de parler, c'est informatique maintenant, là, mais on les laisse toutes de côté, on recommence le traitement l'année prochaine. Puis celui qui a été mis de côté, est-ce qu'il est au début de la file ou il doit tout recommencer le processus? Non, ils font juste mettre le dossier de côté puis dire on va recommencer à traiter le dossier l'année prochaine. OK, fait que tu arrives à peu près, mettons, en août ou en septembre, le Québec dit le quota est atteint, c'est terminé, fait qu'il n'y a pas de nouvelles demandes avant 2025, par exemple. Non, c'est pas qu'ils les acceptent pas. Le Québec va toujours accepter les demandes tout le temps. Okay. Il est très tôt. Ils émettent ce qu'ils appellent le certificat de sélection du Québec. Okay. Ensuite, la personne doit appliquer au fédéral. C'est au fédéral à veiller à ce qu'il ne dépasse pas le quota du Québec. Ah, c'est pas le Québec qui gère ça, c'est le fédéral, dans le fond. Oui, ça va être le Québec qui va gérer, le fédéral qui va gérer le quota du Québec pour les demandes de résidence permanente. Ça peut changer des fois. Là, comme je t'ai dit, des fois, ça peut être complexe là, un peu parce que le dernier. OK, fait quand on dit dans la publicité que c'est assez intense là, le niveau de paperasse puis tout ça, puis les red tape qu'il peut avoir, c'est pas une joke. Ouais. Et ça fait que moi, souvent, les gens qui déposent une demande, admettons qu'on a fini le Québec, on dépose au fédéral ensuite. Puis là, quand le fédéral, mettons, arrête de traiter la demande, nous, on ne le sait pas. Moi, des fois, j'ai des gens qui m'appellent et disent ça fait 6 mois que j'entends pas rien.
Je dis, ouais, c'est que c'est juste parce que là, probablement que le quota est atteint. Donc, c'est pas qu'il. Ben, en fait, c'est juste qu'il se passe juste rien avec ton dossier. Ils vont commencer à le traiter dans peut-être 3, 4, 5, 6 mois. Il n'y a aucune communication qui est faite avec les gens pour dire OK, votre dossier est stand-by pour les 6 prochains mois, les quotas sont atteints. Les gens n'ont aucune idée de ce qui se passe pendant ce temps. Les gens n'ont aucune idée. Ben, c'est pour ça, souvent, les gens, quand on leur dit que ça prend 1 an et demi, ils pensent que l'agent là, traite activement le dossier pendant 1 an et demi. Non, c'est comme ça prend peut-être juste quelques jours à traiter le dossier. Bon, tu sais, puis avec certains rappels, là, quand ils font mettons, les background checks, ben là, la vérification des antécédents en français, ben là, ils vont donner ça, mettons, à CRS, ils vont leur revenir dans 1, 2, 3 mois. Mais mis à part de ça, il y a juste quelques journées de travail qui est mis sur un dossier comme tel. Wow. OK. Puis, et comment ça qu'on entend? Moi, c'est le bout que j'ai de la misère à me figurer. Là. On nous dit, là, notamment dans la dernière campagne électorale, c'était comme le concours du quota. Là. Là, la CAQ disait qu'il faut que ce soit 50 000, QS disait 85 000, le PQ disait 30 000, là, le PLQ disait d'autres choses, puis les conservateurs disaient je ne sais plus quoi. Mais comment ça qu'on entend parler de ce fameux quota-là qui nous dit qu'il devrait en arriver par année 30 000 ou 50 000 ou 80 000? Puis tu as d'autres articles qui nous disent mais là, il en est arrivé 500 000 ou 100 000 en temporaire, puis c'est pas la même chose. Peux-tu nous démêler ça un peu? Parce que je pense que je suis pas le seul à ne pas comprendre de quoi on parle. C'est ça, c'est que là, autant le fédéral que le Québec, là, le fédéral pour tout le Canada puis le Québec, juste pour le Québec, c'est mettre un quota de nouveaux résidents permanents à accueillir. Okay? Les résidents permanents, c'est soit que c'est des résidents temporaires qui deviennent permanents ou bien c'est des gens carrément de l'extérieur qui arrivent direct comme résidents permanents s'ils se qualifient tout de suite. OK. Fait que dans ton quota de, mettons, 50 000, ça veut dire que ça pourrait être 50 000 personnes qui sont déjà là, c'est ça? Ça pourrait être 50 000 personnes qui sont déjà là, mais ça comprend aussi les nouvelles personnes qui arrivent. Okay? C'est sûr que les gens qui sont déjà là, souvent, sont favorisés quand ils font une demande. Comme j'expliquais tantôt que le programme Expérience Québec, il faut qu'ils aient travaillé 2 ans dans une job qualifiée pour un employeur au Québec. Okay. Avoir leur niveau intermédiaire de français. Fait que les gens de l'extérieur du pays ne peuvent pas se qualifier pour un programme Expérience Québec. D'où ce que tu disais, la fast track. Donc, les gens, pour avoir cette fast track-là, venaient comme résidents temporaires, travaillaient 2 ans dans une entreprise qui leur permettait d'avoir un emploi qualifié, rentraient dans le programme Expérience Québec, et là, ça allait relativement bien éventuellement. C'est ça. Ça prend toujours du temps, mais ça allait quand même, c'était quand même pas trop difficile de se qualifier, puis le processus était quand même pas trop complexe. OK. On commence à comprendre. Dans le fond, ce qui était arrivé, parce qu'on dit à un moment donné, Justin Trudeau, bulle au cerveau, double les quotas d'immigration, mais l'arrivée massive de gens à ce moment-là, c'est principalement du temporaire qui rentre ou c'est du permanent qui rentre à ce moment-là? Mais c'est ça, c'est jusqu'à tout récemment, il n'y avait aucun quota de résidents temporaires. C'était illimité, c'était bar open dans le temporaire. C'était illimité. Puis quand on regarde là, les chiffres là, dans 2018 puis maintenant, leur nombre a plus que doublé au Québec, puis à peu près doublé aussi là, dans le restant du Canada. Fait que c'est que le Canada est devenu populaire, autrement dit, pour les résidents temporaires? C'est que oui, puis je veux dire, avec la pénurie de la main-d'œuvre, qui, bon, selon moi, c'est un peu artificiellement généré. Ben, c'est en partie naturel puis en partie artificiellement généré. D'un, souvent, quand on regarde les pénuries, on se rend compte que c'est souvent dans des jobs qui sont réglementés avec des ordres professionnels. Eux rentrent toujours As-tu un exemple, par exemple, qui est une des jobs qui a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, par exemple? Ben, c'est tout ce qui est dans le domaine de la santé, les ingénieurs, les physiothérapeutes, ergothérapeutes. Mais la pénurie est comme artificielle, dans le sens c'est eux qui décident le quota d'admission chaque année. Fait que s'il manque de monde, c'est parce que ton quota il est trop bas. Dans nos écoles, tu parles. Oui, dans les écoles, des universités. Dans nos écoles, oui, c'est ça. Puis avec les étrangers, ce qui arrive, c'est qu'ils vont dire bon, toi, si tu n'es pas résident permanent, tu ne peux pas occuper ce poste-là. OK, fait que là, la personne va essayer d'aller appliquer pour le permis de travail, ça ne fonctionnera pas. Fait que moi, c'est pour ça justement que je ne les prends pas. Le gouvernement à l'immigration a toujours une liste de professions sous pression où il rend le processus plus facile, mais c'est tous des jobs quasiment réglementés, mais les organismes réglementaires vont refuser d'émettre des permis pour des gens qui ne sont pas déjà résidents permanents.
Fait que la plupart de ces listes-là, on ne peut pas utiliser la moitié de la liste. Fait que le gouvernement se met carrément lui-même des bâtons dans les roues pour engager du personnel de l'extérieur, autrement dit. On est vraiment surpris. C'est ça, puis c'est ça que les autres professionnels, c'est presque la même chose, c'est même partout au Canada. Moi, chaque fois que j'ai appelé des autres professionnels pour des clients, excuse-moi, mais c'est ça, ils me disaient, écoute, on peut commencer à étudier le dossier, mais tant qu'on ne voit pas une preuve comme quoi il est résident permanent, on ne lui émettra pas de permis ou on ne lui dira pas, admettons, les cours à aller prendre. Alors que pour être résident permanent, idéalement, ça allait bien si tu étais résident temporaire en premier, mais si tu es résident temporaire, on ne te permet pas de travailler. Mais on ne te permet pas de travailler dans ton domaine. Cette profession réglementée-là. C'est une des choses où le gouvernement... Tout en se plaignant qu'il manque de monde. Malheur. C'est ça, le monde, ils se plaignent. Mais ils sont responsables de leur propre malheur. Puis, nous, ce qu'on dit tout le temps, les autres professionnels, ils restreignent ça naturellement. Tu restreins l'offre, les prix augmentent, donc les salaires augmentent artificiellement. Les autres qui n'ont pas intérêt à se faire inonder d'immigrants qui viennent travailler dans leur domaine, ça va faire baisser les salaires, ça va faire plus de compétition pour avoir des postes. Je comprends. Puis, dans le fond, dans le monde de l'immigration temporaire, ce qui fonctionne bien, c'est quand c'est l'entreprise privée qui le gère, autrement dit. Donc, quand l'entreprise privée va recruter à l'étranger, que ce soit dans des abattoirs, par exemple, dans des restaurants ou les fermiers qui étaient les premiers à utiliser, je pense, beaucoup ces principes-là, ça allait relativement bien. Je parle au passé parce que je pense qu'il y a des changements qui sont survenus récemment. Oui, bien c'est ça. Là, récemment, avec les restrictions qui ont commencé, ça, c'est vraiment les gouvernements du Québec et du Canada qui ont fait un 180 degrés. OK. À l'époque, là, c'était encouragé même d'aller chercher des travailleurs étrangers. Le gouvernement du Québec organisait même des missions avec des employeurs pour aller chercher des travailleurs étrangers. Puis jusqu'à tout récemment, ces missions-là étaient là. Même si François Legault semblait dire qu'il voulait avoir moins d'immigrants, parce qu'il dit on n'a pas la capacité d'accueil, la crise du logement, comme on en parle souvent. Mais là, aussitôt que Trudeau a décidé, OK, on fait un 180 degrés, François Legault, lui, était comme, OK, on fait le 180 degrés avec lui. Fait que là, toutes ces missions-là ont arrêté. Là, comme je mentionnais, là, depuis la fin du mois d'août, autant au niveau fédéral que provincial, là, il y a des problèmes, là, justement, avec les travailleurs étrangers. Puis ça a déjà des conséquences un peu à court terme, mais à long terme, là, pour nos employeurs, surtout au Québec, encore même plus que dans le reste du Canada. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Ça va avoir des conséquences assez négatives. OK? Pourquoi le Québec plus que les autres? Parce que le Québec, vu qu'il gère une partie de son immigration, quand un employeur veut avoir des travailleurs étrangers, lui, il doit faire une demande. En fait, c'est 2 demandes simultanées. Il faut qu'il fasse une demande à Immigration Québec puis une demande à Service Canada. OK? Pour avoir ce qu'il appelle un EIMT, puis un EIMT, en gros, c'est un mécanisme de protection, c'est comme du protectionnisme du marché du travail. Là. Ils veulent, c'est ça, en passant, on peut buster un mythe, là, justement, de cheap labor là-dessus. C'est que le gouvernement s'est donné sur combien est-ce qu'un un taux horaire devrait être. Donc là, ils vont avoir toutes leurs données selon chaque code de chaque profession. Puis ils vont dire, OK, si toi, tu veux embaucher tel travailleur, tu demandes tant d'années d'expérience, il faut que tu payes minimum tant de l'heure. OK, tu ne peux pas aller à l'étranger chercher quelqu'un pour couper le salaire de ta main-d'œuvre de 30 ou 40 là. Non, tu peux pas faire ça. Okay, fait que l'histoire de le méchant entrepreneur qui s'en va chercher 10 Guatémaltèques pour les payer 6 et 20 de l'heure, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est inventé. Là. Des histoires qu'on entend, le monde qui raconte. Pour le programme de l'agriculture, ça, j'avoue que je m'en occupe pas. Je ne fais pas ces demandes-là, fait que je ne connais pas beaucoup le processus. Parce que là, ça remonte à loin, là, qu'à moi-même. J'étais un fond qui traitait ces demandes-là dans le temps où je restais dans le Dôme. Mais parce que là, j'habite plus là, j'étais à Gatineau depuis longtemps, mais j'habitais là un certain temps. Fait qu'eux autres, je pense qu'ils ont des salaires déjà de préétablis. Je pense qu'ils doivent payer le salaire minimum si je ne me trompe pas. Mais là, je me garde une marge d'erreur là-dessus. Là. OK, mais dans les autres secteurs, ce que tu dis, c'est que c'est pas vrai. Là. Non, dans les autres secteurs, c'est ça. Il y a certaines exceptions s'il y a des gens qui ont des permis de travail ouverts.
ça, tu peux avoir des permis de travail ouverts, donc pour travailler n'importe quel job dans certaines circonstances. OK, mais ça, c'est quand même un peu plus limité. OK, mais pour les programmes où les employeurs vont vraiment chercher du monde, les autres, Service Canada, là, quand ils regardent le poste, ils vont s'assurer que la personne donne minimum du temps plein, qu'ils donnent au moins le taux horaire là, moyen pour ce job-là. Ils vont s'assurer aussi donc que la personne a les mêmes conditions de travail qu'un Canadien normal pour un poste donné. OK? Puis même après ça, ce qu'Immigration Québec fait, quand faut qu'on leur envoie le profil du candidat, parce que tu sais, quand on recrute à l'étranger, ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'on recrute, oui, selon nos critères, mais on recrute aussi selon les critères du gouvernement. Puis le gouvernement dit, si tu veux aller recruter tel ou tel poste, la personne devra avoir telle compétence. T'es sérieux, là? Tu vas aller recruter ton ami dentiste, là, tu sais, qui a un secondaire 5. Ça se fait pas non plus. Fait que si tu essaies, toi, tu dis, ben, moi, pour un dentiste, je veux juste avoir un secondaire 5. Tu arrives à l'Immigration Québec, ils vont te dire, non, le gars, là, que tu me soumets le profil, n'a pas les études pour être un dentiste, donc on le refuse. OK? Fait que le mythe du cheap labor, c'est ce que c'est. C'est un mythe. Là. Ça n'existe pas. Le seul argument qui pourrait être avancé, ce serait de dire en faisant venir des travailleurs de l'étranger, ça l'aide à maintenir les salaires au niveau actuel parce que s'ils n'étaient pas là, l'offre, la demande, on sait ce qui arrive, pouf, il manque de gens pour faire les jobs. Donc là, les salaires monteraient beaucoup. Mais quand tu es rendu avec un cuisinier à 27$ de l'heure, à 30$ de l'heure, ben, le restaurant, ça paraît sur le menu à un moment donné aussi. Oui, ça paraît sur le menu. Puis c'est ça ce que j'allais dire là-dessus. Ça, c'est la seule affaire. C'est que si durant plusieurs années, ils ont recruté beaucoup de travailleurs étrangers dans un certain domaine, comme tu dis, ça peut contribuer à maintenir le salaire un peu bas. Le seul exemple vraiment que j'ai de ça, c'est les cuisiniers. Okay. Ça, c'est un où le salaire est quand même pas pire bas. En tout cas, pour moi, ça, c'est mon opinion, là, bien sûr. Là, mais pour parce que c'est un métier qui est un peu semi-qualifié dans le sens qu'il y a un cours pour être cuisinier, mais tu peux l'apprendre sur le tas ou dire que tu sais cuisiner. Puis, il y a des gens qui travaillent comme cuisinier dans les restos, ils n'ont aucun diplôme. Oui, bien ça, tu peux recruter des Canadiens comme ça, mais des travailleurs étrangers. Ça ils ont fait des règlements spéciaux juste pour les cuisiniers. OK. Pour les cuisiniers, tu étais obligé d'avoir quelqu'un qui avait l'équivalent soit d'un DEP dans son pays d'origine ou bien qui avait au moins 3 ans d'expérience vérifiable. Fait qu'on parle de. Quand on recrute des cuisiniers à l'étranger, on parle de gens qui sont généralement plus qualifiés que le Québécois moyen qui appliquerait sur une job généralement dans ce milieu-là. Ça pourrait, oui. Ça pourrait. OK. Donc, c'est ça. Puis là, ce qui arrive dernièrement, c'est que là, avec toutes les coupures, toutes les restrictions, je devrais dire, qu'ils ont faites dans les règlements, là, le Québec est pénalisé parce que le Québec, lui, il y avait une politique où on n'était pas obligé d'afficher pour les postes qui étaient considérés sous pression. Okay? Parce que normalement, ce qu'il faut qu'on fasse partout au Canada, puis pour beaucoup de jobs au Québec, mais pas toutes, c'est qu'on doit afficher le poste pendant 1 mois dans certains sites très spécifiques que le gouvernement veut que tu affiches. Okay. Puis, selon le programme qu'on utilise, donc, si on utilise là, le programme bas salaire, ça, c'est tout ce qui est en bas de la médiane du taux horaire au Québec. On doit afficher, mettons, dans le site du guichet emploi du gouvernement fédéral. Ensuite, il faut qu'on affiche dans les sites pour des groupes soi-disant sous-représentés. OK, fait qu'il faut que tu fasses la démonstration au gouvernement que, regarde, j'affiche le poste, c'est personne qui applique, j'ai pas de CV. C'est ça. Fait qu'il faut vraiment que tu privilégies après ça les Canadiens et les résidents permanents. Mais juste au Québec, ils ont une liste de professions, ils ont une liste justement de professions qui sont considérées sous pression où tu n'as pas besoin de faire d'affichage. Okay. Deuxièmement, jusqu'à tout récemment au Canada, le nombre total de tes employés sur un site de travail, le nombre total de tes employés étrangers ne pouvait pas dépasser 20 ou, dans certains cas, 30%. Mais règle générale, c'était 20% de tout ton personnel. Au Canada aussi, il y avait ce règlement-là, mais quand on prenait les professions sous pression, ce 20%-là, prenait le bord. Tu dois avoir des gros pourcentages. Mais ça, souvent, c'était des gens qui allaient recruter, donc, des gens pour des jobs là, justement de peu à semi-qualifiés.
Un genre d'Excel d'or, par exemple, pour remplir les abattoirs. Il y avait besoin d'employés. Eux autres, ils étaient moins soumis à cette réglementation-là, par exemple. Mais les abattoirs, ils ont eu certaines choses spécifiques. Là. J'en ai Dans pas le fait fond, de ces là. tous les métiers ont quelque chose de spécifique Ouais. ou presque. Ouais, Je c'est me ça. trompe, ça a l'air Euh, assez intense. ouais. Fait que, mais c'est ça. Donc, toutes les, mettons comme des livreurs, des serveurs, OK. du monde qui font du terrassement, tous ces gens-là que tu recrutes en masse. Bien là, souvent, fait que là, ce qui est arrivé, c'est que là, ils ont dit, OK, ça, le 20%, bon, le 20% saute pour les demandes simplifiées. Mais là, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a dit, OK, mais là, maintenant, avec les nouvelles restrictions, on remet le quota de 10 à 20 même pour les professions qui sont sous pression. Non seulement on garde le quota, on abaisse le quota de 20 à 10, puis on met 20 pour certaines affaires, mais on l'applique là. Donc, un employeur là, qui a plein de cuisiniers qui sont considérés dans le bas salaire, plein de serveurs, puis moi, des fois, j'en ai fait des restos, justement, là où je remplissais ça, mettons, sur un staff de 20-30 personnes, tu pouvais en avoir là, une quinzaine qui étaient des travailleurs étrangers. Les autres, quand va venir le temps de renouveler, Il est dans la marde, là, ce il est restaurateur-là. dans la marde. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que là, pour toutes les professions peu ou pas qualifiées, mais ce que le Québec a fait, c'est que les autres, ils pouvaient juste appliquer dans le programme régulier des travailleurs qualifiés. Le Québec a dit, OK, à compter de novembre, là où toutes les autres restrictions ont été faites, on gèle ce programme-là jusqu'à minimum juin prochain. Fait que là, ça veut dire qu'il y a plein de permis de travail qui finissent. Ces gens-là ne peuvent pas appliquer pour la résidence permanente. Tout leur est barré. Puis au Canada, il n'y a aucun mécanisme, même s'ils disent, OK, bon, peux-tu déménager dans le reste du Canada? Non, au Canada, il n'y a aucun mécanisme pour les travailleurs peu ou pas qualifiés d'appliquer pour la résidence permanente. Au Canada, ils acceptent juste c'est ça, l'équivalent des DEP, là, où ils appellent ça Vocational Training en anglais. Là. Mais toi, peux-tu penser que dans les prochains mois, certains employeurs vont découvrir que la moitié de leur staff ou 40% de leur staff présentement doit retourner dans leur pays, donc vont perdre la main-d'œuvre très rapidement. Et ces gens-là qui espéraient avoir une résidence permanente, éventuellement, vont voir que les voies sont complètement bouchées pour eux. Là. Fait que, il y a une couple de petits drames humains qui s'en viennent, mais est-ce que les gens en sont conscients en entreprise présentement ou ces travailleurs-là, est-ce qu'ils s'en sont rendus compte, les changements réglementaires qui s'est passé? Ben, c'est ça. Ceux que leur permis de travail arrive à échéance bientôt, ils s'en rendent compte parce que là, ils commencent à se renseigner puis ils font Oh, OK. Parce que ça, ce n'est pas les seuls changements qui ont été faits. Là. Ce qu'ils ont décidé de faire depuis au début septembre, ils ont dit OK, tous les travailleurs, à l'exception de certains domaines en pénurie à Montréal, vous ne pouvez plus appliquer pour des jobs dans la catégorie bas salaire. Okay, fait que Montréal, tout a été gelé dans le bas salaire. Pour le restant du Québec, à compter de la fin septembre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit OK, tous les permis de travail pour le bas salaire qui était de 2 ou si c'était du simplifié qui était de 3 ans, ils baissent tout à 1 an. Les permis de travail ne sont pas pour plus d'1 an. On baisse, comme je dis, la proportion de 20 à. On la baisse même comme pour le simplifié, c'était aucune proportion, on la met à 10 %. Et puis ensuite, la dernière chose, c'est que toutes les zones métropolitaines de recensement qui ont plus de 6 % de taux de chômage, vous ne pouvez plus embaucher des travailleurs dans la catégorie bas salaire. Oh mon Dieu. Fait que là, ça a bloqué plein de monde. Il y a beaucoup de régions, justement, où ils ne pouvaient plus appliquer. Donc là, il y en a qui se disent, OK, on va se tourner vers le haut salaire. On accepte au Québec, admettons, le haut salaire, c'est 27,47 en ce moment de l'heure et en montant. On va embaucher du monde à ce salaire-là. Donc là, quand le gouvernement le fédéral a vu la volonté des employeurs de vouloir faire ça, ils se sont retournés et ont dit, OK, maintenant, le haut salaire va commencer, selon la médiane provinciale, plus 20 %. Okay, selon le salaire médian provincial, plus 20 %. Fait que là, maintenant, ça veut dire que c'est rendu à 33 de l'heure pour être considéré dans le haut salaire. Fait que si tu es dans une zone qui a plus de 6 % de taux de chômage, si tu payes ton employé en bas de 33 de l'heure,
tu ne pourras pas le renouveler. Là. À moins, comme je dis, à moins qu'il applique dans certains programmes qui sont comme des permis de travail ouverts dans certains cas spécifiques. Hey, il y a du monde dans la marde, là. Ça va être spectaculaire. On est pas mal dans un... Tu sais, on en avait déjà parlé de ça avec Vincent Geloso dans le trio, là, quand il disait que une bonne partie, sinon l'essentiel des problèmes en immigration était causé par le gouvernement qui arrive, met des règles, change les règles, crée un problème, essaye de corriger le problème en mettant une autre règle. Il y a beaucoup de réactions dans ce que tu nous parles là, dans le fond. C'est action, réaction. Ouais, là, tel domaine commence à avoir... On met ça sur la liste de postes sous pression. Après ça, on l'enlève, on change le salaire. Hey, c'est compliqué. Écoute, moi, j'avais peut-être deux questions reliées à un sujet, un truc d'actualité que j'ai vu passer dans les médias, mais je pense que c'est des affaires que les gens se demandent quand même. Je vais faire apparaître l'article à l'écran. Je l'ai mis en français là, pour les biens de la conversation. Donnez-moi un instant. C'est raconté dans le National Post. Ça raconte l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Zain Haq, qui est on le présente comme étant un militant du climat. Et là, on demande dans l'article un sursis ministériel. Autrement dit, le ministre qui lui donne pas qu'il le gracie, là, mais qui lui dit c'est correct, qu'il peut rester, parce qu'apparemment au Canada, c'est les ministres ont le pouvoir de décider ça. Là. Et lui, grosso modo, je vous résume un peu son histoire. C'est un gars qui vient du Pakistan. Et lui est arrivé au Canada il y a 3-4 ans et lui il s'est mis à faire de l'activisme climatique. Là, on barre des routes, on monte sur des ponts, puis vous voyez le genre un peu. Et là, on dit qu'il va être déporté parce qu'il a commis plusieurs actes illégaux. Là. Il dit qu'il fait pitié, s'il retourne dans son pays, ça ne marchera pas, tout ça. Moi, les deux questions qui me viennent en tête, c'est un, tu parlais du fameux background check, là, la vérification des antécédents. Moi, mon feeling, c'est que lui, il devait être un militant aussi avant d'arriver. Là. Il n'est pas arrivé au Canada, puis il est devenu un espèce de militant de même. Fait que, première question, les fameux background checks, là, les vérifications des antécédents qui empêcheraient des agresseurs, des voleurs, des criminels, tout ça, de venir au Canada, jusqu'à quel point c'est fiable? Et quels sont les critères pour dire que quelqu'un se fait déporter? Là. Parce que c'est un truc dont on a parlé beaucoup là, avec les manifestations palestiniennes, puis les gens qui en appelaient au meurtre des Juifs dans les rues, puis tout ça. Maintenant, on se posait la question, on dit, coudonc, quelqu'un qui arrive sur le territoire canadien, là, ça prend quoi pour qu'on lui dise « tu t'en vas » là? Ça fonctionne comment, ça? Avant que Steven réponde, on s'en va sur la partie Patreon. Ça fait déjà 30 minutes qu'on lui parle et c'est vraiment intéressant. Fait qu'on va continuer l'autre bord, évidemment. Donc, si vous voulez la réponse à ces questions-là, ça se passe sur Patreon. Ça donne bien. 50% de rabais activé ce matin jusque le 14 février. Donc, c'est le rabais Cupidon de Yann et Frank. On vous invite. L'autre bord de la clôture, les amis, il y a des affaires très louches, notamment plusieurs textes de Sniff Mon Doigt.